Bonjour à toutes et à tous. Comme promis il y a quelques jours, voici une vidéo qui a pour objectif de répondre aux questions que vous vous posez sur le nouveau coronavirus récemment apparu en Chine. Avant toute chose, il est important de préciser que je la tourne le samedi 25 janvier en milieu d'après-midi. Les informations arrivent tellement vite qu'il y a une bonne chance pour qu'une partie de ce que je vais vous raconter soit obsolète d'ici au moment où vous regarderez effectivement la vidéo. Autre information importante pour les personnes qui arriveraient ici sans me connaître, j'ai une formation en virologie fondamentale, mais je ne fais plus de recherche depuis la fin de mon doctorat. Je n'ai donc accès qu'aux informations qui sont rendues publiques et accessibles à tous sur Internet. Ça veut aussi dire que je ne suis ni spécialiste de la médecine, ni spécialiste de l'épidémiologie. J'essaierai toujours d'être assez claire sur ce que je maîtrise vraiment et ce que je maîtrise moins quand je répondrai aux questions. Autre point important avant de rentrer dans le vif du sujet, les informations dont nous bénéficions aujourd'hui sont nombreuses, mais elles ne sont ni forcément fiables, ni forcément exhaustives. Il est donc possible que je me base sur des choses qui seront démenties plus tard. Je fais appel à votre indulgence, je n'y peux absolument rien. Si vous êtes journaliste et que vous envisagez d'utiliser des extraits de cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans la description, elle contient un message spécialement à votre attention. Autre précision utile vu les standards habituels des vidéos YouTube aujourd'hui, ceci est un vlog sans prétention, il n'y aura pas de montage et plein d'illustrations, le but c'est juste de répondre assez simplement et rapidement aux questions que vous pouvez vous poser. Si vous voulez aller plus loin que les informations qui seront disponibles dans cette vidéo, j'épinglerai un commentaire dans lequel j'essaierai de tenir à jour une liste des liens intéressants pour vous informer sur le sujet de ce nouveau coronavirus. Et maintenant, c'est parti! Oui, vous avez posé tellement de questions que j'ai eu besoin d'une feuille pour les noter avant de tourner la vidéo. Donc, commençons par celle qui a l'air de préoccuper le plus de personnes. Est-ce qu'on va tous mourir? Et les questions liées, pourquoi est-ce qu'on parle tellement de ce virus? Est-ce qu'il y a un vrai danger de pandémie? Alors, c'est vraisemblablement le message le plus important de cette vidéo et c'est pour ça que je l'ai mis au début. Compte tenu des informations actuellement disponibles et de la situation en France, où il y a au moment où j'enregistre cette vidéo 3 cas déclarés et pris en charge, il n'y a absolument aucune raison de vous inquiéter. En tout cas si vous habitez en France. Si vous habitez en Chine, clairement la situation est beaucoup plus compliquée et il y a une urgence sanitaire à gérer qui n'est pas évidente sur le terrain, mais en dehors de la Chine, il n'y a vraiment pour l'instant, et je le répète pour l'instant, aucune raison de s'inquiéter de ce virus. Oui, il va se multiplier et il va y avoir de plus en plus de cas en dehors de la Chine, mais ceux-ci pourront vraisemblablement être pris en charge efficacement et cela évitera que la pandémie prenne de l'ampleur. Petit point vocabulaire, on parle d'une pandémie à partir du moment où une maladie s'est développée sur au moins 2 continents. Là, nous avons des cas en Asie, en Europe et aux États-Unis, donc on pourrait parler de pandémie, ce n'est pas sémantiquement faux, mais comme les cas hors de Chine sont très ponctuels et vont vraisemblablement être pris en charge sans donner lieu à de nouvelles épidémies locales, c'est sans doute une appellation prématurée. Ceci dit, oui, on va tous mourir. Simplement pas à cause de ce virus et dans les semaines qui viennent. Pas besoin de paniquer, ça n'a rien de nouveau. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions sur la fiabilité des informations qui nous arrivent de Chine et sur les endroits où chercher des informations fiables, voir s'il y avait des organismes qui contrôlaient les informations diffusées et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Globalement, les professionnels qui sont en contact avec les chercheurs et les autorités chinoises ont l'air de dire que la majorité des informations qui nous arrivent sont fiables. Pour replacer un peu la chronologie, l'épidémie a débuté en mois de décembre 2019 et elle a été déclarée dès le 31 décembre à l'OMS par les autorités sanitaires chinoises. Très vite, c'est-à-dire 12 jours plus tard, la séquence du génome du virus a été rendue publique et partagée sur Internet pour que tous les chercheurs puissent y avoir accès. C'est quand même un gros progrès en termes de transparence par rapport à l'épidémie de SRAS qui avait mis 3 mois à être déclarée à l'OMS. Ceci dit, il y a quand même pas mal d'experts qui pensent qu'il ne faut pas se fier à certaines informations qui arrivent de Chine, et notamment tout ce qui concerne l'épidémiologie de la maladie, c'est-à-dire le nombre de cas, la gravité des cas, les symptômes, et globalement la façon dont le virus se propage dans la population. C'est dommage, c'est exactement de ces informations qu'on aurait besoin maintenant pour continuer à faire progresser la connaissance de ce virus, mais a priori là-dessus, les spécialistes ont des réserves. Ensuite, sur la question d'où trouver des informations fiables, le mieux reste de regarder les sites des organismes de référence, comme l'OMS. Là aussi, je vous mets des liens dans le premier commentaire épinglé. Vous m'avez également posé toute une série de questions qui concernent les coronavirus en général, donc on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un coronavirus?
Un coronavirus, comme son nom l'indique, est un virus, c'est-à-dire pas une bactérie, et donc pas quelque chose de sensible aux antibiotiques. Les coronavirus tirent leur nom de leur aspect en microscopie, parce que l'extérieur de la particule virale ressemble un peu à une espèce de couronne. Normalement, je vais vous mettre une illustration à ce moment-là. Et ce sont des virus qui infectent essentiellement les humains, les mammifères et les oiseaux. Il y en a 4 types différents qui infectent différents types d'espèces. C'est assez classique pour les virus, mais on va pas rentrer dans les détails. Et ce sont des virus qui ont généralement des symptômes de type infection respiratoire. Autre question directement liée, pourquoi est-ce qu'on qualifie ce coronavirus de nouveau et qu'est-ce qui le différencie des précédents? Jusqu'au mois de décembre 2019, on connaissait 6 souches de coronavirus capables d'infecter les humains. 4 provoquaient des rhumes, pas très graves, désagréables mais pas très graves, mais assez répandus, parce que quand même responsables d'entre 15 et 30% des rhumes. Les 2 autres souches sont beaucoup plus célèbres, la première étant le SRAS, qui est apparu en Chine fin 2002, et la deuxième étant le MERS coronavirus, pour Middle East Respiratory Syndrome, qui est apparu lui en Arabie Saoudite en 2013. Et si on dit que ce virus est nouveau, c'est simplement parce qu'il est différent des précédents. Donc c'est beaucoup plus difficile de différencier 2 virus que de différencier 2 espèces de papillons par exemple, mais c'est quelque chose qu'on peut faire assez efficacement aujourd'hui en séquençant le génome des virus et en le comparant au génome déjà connu. Une autre chose qui vous a intrigué, et c'est assez normal, c'est comment se fait-il que des virus de la même famille apparaissent et disparaissent sous de nouvelles formes? Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait ces virus n'apparaissent pas et ne disparaissent pas en général, ils apparaissent et ils disparaissent chez l'humain. Nous sommes loin d'être la seule espèce que peuvent infecter les coronavirus, comme je vous le disais tout à l'heure, ils infectent d'autres mammifères et certains oiseaux, donc le coronavirus évolue en permanence dans ces populations animales, et de temps en temps, il y en a qui passent à l'espèce humaine. C'est ce qui correspond à une apparition, parce que c'est le moment où on va commencer à s'y intéresser, mais en fait ils étaient déjà plus ou moins là avant sous une forme différente. De même, quand ils disparaissent, en général on considère qu'un virus a disparu quand il n'y en a plus chez l'espèce humaine, mais peut-être qu'il reste des virus proches chez les animaux. Globalement, cette dynamique d'apparition et de disparition de virus chez certaines espèces, c'est quelque chose d'absolument normal et qui a lieu en continu. C'est lié au fait que les virus évoluent en permanence, exactement comme toutes les autres entités biologiques, et qu'il apparaît donc de temps en temps des souches plus ou moins adaptées à certaines espèces, ou plus ou moins virulentes, qui provoquent des symptômes plus ou moins visibles. Rien de nouveau là-dedans. Il y en a également parmi vous qui m'ont demandé quel type de cellules infecte le nouveau coronavirus. Alors, pour l'instant, on n'en sait trop rien, on a identifié le récepteur, c'est-à-dire la protéine présente à la surface des cellules qui l'utilise comme clé pour pouvoir rentrer à l'intérieur et les infecter, qui est identique à celle qui était utilisée pour le SRAS. Donc, par analogie, on peut considérer qu'il infecte les mêmes types de cellules, qui sont globalement les mêmes types de cellules pour tous les coronavirus, donc pour ne pas vous dire n'importe quoi, je vais les lire. En l'occurrence, les cellules du système respiratoire, c'est assez logique vu les symptômes, du système digestif, d'ailleurs le SRAS et le MERS coronavirus provoquaient des diarrhées, que ne provoque pas le nouveau coronavirus, le système nerveux central, notamment les neurones, et le foie. Ça veut pas dire qu'il va rendre l'ensemble de ces tissus malades, mais ce sont globalement les types cellulaires dans lesquels les coronavirus sont capables de rentrer. Toujours dans la même idée, vous m'avez demandé d'où vient ce virus et est-ce qu'il peut infecter d'autres organismes que les humains. Comme je vous le disais tout à l'heure, les coronavirus, on en trouve chez plusieurs types de mammifères et chez plusieurs types d'oiseaux, et en l'occurrence, le réservoir animal principal des coronavirus qu'on connaît pour l'instant et qui ont causé des grosses infections chez les humains, ce sont les chauves-souris. En fait, le scénario qui s'est passé pour le SRAS, puis pour le MERS coronavirus 10 ans plus tard, et qui est vraisemblablement le même que celui pour l'infection en cours, c'est qu'il y a un virus de chauve-souris qui est passé dans une autre espèce de mammifère. Donc pour le SRAS, c'était la civette, pour le MERS coronavirus, c'était les chameaux, pour le nouveau virus, on n'en sait rien à l'heure actuelle, et qui, de ce deuxième mammifère, est ensuite passé à l'être humain. Ça implique un certain nombre d'adaptations, il faut que le virus change pour devenir plus efficace et capable de se reproduire dans sa nouvelle espèce hôte, mais globalement le scénario c'est un peu toujours le même, c'est un virus de chauve-souris qui passe à un autre mammifère, puis qui passe à l'humain. C'est vraisemblablement ce qui s'est passé pour ce dernier virus-là aussi, même si on n'a pas identifié l'hôte intermédiaire. Il y a eu récemment une publication qui suggérait que l'hôte intermédiaire de ce nouveau coronavirus pourrait être les serpents.
mais elle se basait sur une méthode qui n'est pas vraiment quelque chose de standard dans le domaine, et elle a été beaucoup critiquée par les chercheurs spécialistes, notamment parce qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas de coronavirus capable d'infecter des serpents, qui ne sont ni des mammifères, ni des oiseaux. Il est beaucoup plus probable que le virus soit passé par un autre mammifère qu'on ne connaît pas. Autre précision importante, cette transmission n'est pas due à la consommation de viande animale cuite, pour la simple et bonne raison que la chaleur détruit les coronavirus. Elle se fait par contact indirect, simplement en étant à proximité des animaux vivants. Il n'y a absolument pas besoin d'en consommer pour ça. Au contraire, s'ils sont cuits, ils ne peuvent plus transmettre le virus. Plusieurs personnes parmi vous m'ont demandé comment répondre aux complotistes qui pensent que ce virus a été créé en laboratoire. Alors, la première réponse, c'est qu'en fait il apparaît des nouveaux virus tout le temps, ils n'ont absolument pas besoin qu'on les crée en laboratoire pour ça. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'en fait ce virus est un désastre pour la Chine. Le fait d'avoir mis des villes sous quarantaine, ou même simplement d'avoir une angoisse internationale vis-à-vis du pays qui nuit au commerce et au tourisme, ça a un impact économique hyper dévastateur. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt de mettre ce virus-là juste pour pousser les gens à acheter des masques, dont par ailleurs le prix est régulé par les autorités. Passons maintenant à une deuxième série de questions plutôt liées à la maladie entraînée par ce nouveau coronavirus. La première question qui revient beaucoup, évidemment, c'est quels sont les symptômes de ce nouveau coronavirus ? Eh bien, les symptômes principaux sont à peu près les mêmes que pour les coronavirus classiques et pour plein d'autres choses, à savoir une fièvre, le nez qui coule et d'autres symptômes de type rhume, des douleurs articulaires et des courbatures. Absolument rien de spécifique, donc, mais aussi absolument rien de grave. Manifestement, il peut y avoir des complications, puisqu'il y a déjà eu des décès, mais les symptômes de base ne sont ni spécifiques ni alarmants. Il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé comment vont les patients qui ne sont pas morts et à quel point les symptômes ont été graves parmi les gens qui ont été hospitalisés. Alors là, il faut avoir conscience qu'il y a un biais, parce que la première chose, c'est que tous les gens qui ont des symptômes qui ne sont pas graves ne vont pas aller se faire suivre par un médecin et ne vont pas être hospitalisés. Donc les patients dont on entend parler sont forcément ceux qui ont les symptômes les plus graves parmi la population infectée. Globalement, les patients qui sont décédés, c'est dû à des complications liées à d'autres conditions médicales, ils n'avaient pas que ce virus-là, ils étaient un peu plus fragilisés du point de vue de leur santé, et ils ont développé des pneumonies assez graves dont ils ont fini par mourir. En gros, c'est les informations qui sont arrivées jusqu'à nous. Et il y a quand même un certain nombre de cas qui ont été graves en hôpital sans conduire au décès des personnes. Encore une fois, il est absolument impossible de dire si c'est fréquent ou pas, parce que la plupart des patients ne se sont pas fait soigner dans le système hospitalier. Autre question récurrente, quel est le temps d'incubation de ce virus, c'est-à-dire le moment qui s'écoule entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes. Alors c'est quelque chose qui est difficile à mesurer directement, mais pour l'instant on l'estime à entre 1 à 2 semaines. Ce qui amène à la question suivante, comment est-ce que ce virus se transmet et est-ce que cette transmission est efficace ? Il y a eu pas mal de débats au début de l'épidémie sur l'existence ou non d'une transmission d'homme à homme, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce virus vient à la base d'un réservoir animal qu'on n'a pas encore identifié. Une des hypothèses était que les transmissions pouvaient peut-être se faire exclusivement de l'animal à l'homme et pas entre humains. Ça aurait été idéal parce que ça limite grandement la propagation de l'épidémie, mais vu l'ampleur qu'a pris la propagation du virus, ce n'est clairement pas le cas. Il existe des transmissions d'homme à homme, même si elles n'ont pas forcément été directement observées. Il y a aussi 2 bons indices de ça. Le premier, c'est l'apparition de cas dans le même cercle familial, où une personne est vraisemblablement arrivée en portant le virus et a contaminé son entourage, mais aussi l'apparition de symptômes chez le personnel médical, où en général, un patient arrive et contamine l'ensemble de l'équipe médicale qui s'occupe de lui. Ça, ce sont des signes très forts de transmission interhumaine pour les spécialistes. Par contre, il est pour l'instant extrêmement difficile d'estimer l'efficacité de cette transmission interhumaine. Vous avez peut-être vu passer un indicateur dont on parle beaucoup dans les médias en ce moment, qui est le fameux R0. Pour les spécialistes, le R0, c'est le nombre de personnes que va contaminer un porteur du virus, si on se place dans un cas où toute la population est exposée et toute la population est sensible. C'est donc important d'avoir en tête que c'est un indicateur théorique qu'il est tout à fait possible de faire varier, par exemple en plaçant les gens en quarantaine.